Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Thibaut Genon qui est CMO part-time et aussi fondateur de Papa Flamingo, et on va parler de l'art de maîtriser la création de devis et également de la propale. Thibaut, déjà, comment tu vas? Hey, salut Alexis. Écoute, ça va super. Je suis vraiment trop content d'être là avec toi aujourd'hui. C'est trop cool. Trop bien. Ultra content aussi. T'es ultra pétillant, dynamique, etc. C'est ton premier podcast, donc c'est trop cool. Ouais. Donc ultra excité et c'est trop bien. On va faire du coup un bel épisode. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, bien sûr. Donc moi, je suis CMO externalisé. Donc je bosse avec des PME et des scale-up. Et mon objectif, c'est de les accompagner pour franchir une étape de croissance. Et donc je les accompagne à la fois sur la partie stratégique et aussi opérationnelle. Donc je me retrousse les manches et je mets les mains dans le cambouis s'il faut. Et je suis également le créateur de Papa Flamingo, dont on va parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est grâce à Papa Flamingo que j'ai une belle expérience dans la création de devis. Papa Flamingo, c'est une marque de papeterie créative et éco-responsable. En gros, c'est des petits carnets personnalisés pour les entreprises, pour leurs projets de communication et leurs événements. C'est 100% made in France, 100% éco-responsable. Voilà, ça fait 7 ans que j'ai développé cette marque et j'ai bossé avec des très belles boîtes françaises, TF1, Adecco, EY, Groupama, Institut, Yellow Corner, Oxbow, Engie, enfin voilà, des grandes marques leaders de leur secteur. Magnifique. Et ça a été un peu ton laboratoire d'expérimentation, justement pour tester propositions de vie dont on va parler aujourd'hui. Du Exactement. coup, tu avais justement plein de petits conseils, petits tips à nous confier. Ouais. Entrons dans le vif du sujet, du coup. Déjà, pourquoi c'est important selon toi, tu vois, d'avoir un bon devis, une bonne proposition? Ouais, bah en fait, il y a il y a vraiment un art du devis. Il y a vraiment des trucs à maîtriser. Et en fait, quand une personne a un projet, donc une personne dans une entreprise, elle va solliciter des prestataires pour des projets. C'est tout à fait courant qu'elle passe, enfin qu'elle demande des devis un peu à droite à gauche, Mhm. qu'elle essaye de benchmarker comme on dit. Et donc du coup, le devis, à un moment donné, c'est le seul support que va avoir la personne qui va lui rappeler votre bouille, votre prestation de service, etc. Et donc c'est un peu votre carte d'identité. Donc en fait, Hmm. faut vraiment maîtriser. Il y a des choses à maîtriser. Il y a des choses à pas faire. Il y a des choses il y a des choses à mettre en place. Voilà, c'est assez capital. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, tu vois, sur le fait que c'est vraiment ta carte de visite et tu vois, la carte que ils vont présenter, on va présenter à la direction, qui vont rappeler justement la discussion qu'on a eue, la proposition, tout ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, c'est juste un papier avec des lignes, globalement, tu vois, ou un PDF. Donc, c'est vrai qu'il faut bien l'optimiser pour créer de la confiance, pour créer ce sentiment d'aller vers la bonne personne et la bonne presta. Quels sont justement les tips ou les méthodes, les choses que tu mettrais du coup dans le devis qui permet justement d'avoir un bon devis bien optimisé? Ouais, alors le premier truc, justement, alors c'est un truc assez basique, mais moi j'ai vu la différence avec et la différence sans. C'est déjà attacher vos conditions générales de vente à votre devis. Donc le mieux, c'est qu'il soit dans le même PDF, pas un PDF à part, parce que parfois on envoie le devis et on oublie les CGV. Donc le mieux, c'est dans votre PDF. Donc imaginons que vous faites ça sur, je sais pas, Word ou un Google Doc. Euh, la première page, elle est réservée au devis et le reste du document, c'est vos CGV. En fait, le document s'enchaîne voilà, avec les CGV. Ça, c'est bien pour pas les oublier. Euh, dans pas mal de métiers, les CGV, c'est vraiment utile. Pour d'autres, on les utilise pas vraiment. C'est bien d'en avoir, mais c'est
voilà, elles sont juste là entre guillemets pour faire joli, mais c'est quand même pas mal d'en avoir, surtout si vous êtes dans la vente de marchandises. Parfois, il peut y avoir des petits couacs avec des livraisons, machin. Il y a des notions de responsabilité, et donc bon, voilà, avoir des CGV sous la main et dire que quand vous signez le devis, ça vaut pour acceptation des conditions générales de vente qui sont juste en dessous. C'est bien, c'est utile. Voilà. Et ça permet aussi, toi, de te protéger en Ouais. cas, en disant que tu as bien confié l'ensemble de ces éléments. Génial. Ensuite, j'imagine que dans ce devis, tu vas mettre des prestations, des lignes expliquant ce que tu fais. Comment tu vas présenter tout ça, tu vois, pour que ce soit bien personnalisé? Comment tu vas mettre ça en place? En fait, il y a un peu des écoles. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de détailler au maximum votre produit. Donc, imaginons votre produit, ça peut être. Alors, déjà, vous pouvez envoyer un devis. Donc, pour tout ce qui est donc, vente de marchandises, ou même pour tout ce qui va être un produit qui peut s'acheter en plusieurs quantités. Imaginons que vous êtes dans le marketing et vous vendez des leads à vos clients, vous pouvez très bien envoyer un devis pour, je sais pas, 20 leads par mois à un client. Donc là, un devis, ça pourra faire sens, et versus une proposition commerciale, ça sera plus adapté à des services qui sont un peu plus complexes, où on va reprendre un peu de contexte, etc. Enfin voilà, ça va être des produits, des services qui vont être un peu différents. Donc, quand vous devez écrire votre devis, rentrez au maximum dans le détail. En fait, le fait d'avoir plusieurs lignes sur votre devis plutôt qu'une seule avec un gros prix, donc là vous avez plusieurs lignes avec plein de petits prix à chaque fois, ça va vous permettre de donner plus de visibilité aux clients de ce qu'il y a à l'intérieur de votre devis, etc. Donc en fait, si jamais c'est trop cher, parce que ça arrive souvent, le client, il va pouvoir se dire bon là c'est un peu hors budget, vas-y, qu'est-ce qui se passe si j'enlève cette ligne-là, cette option-là? Et donc en fait c'est bien, il a l'info, il a la visibilité, il peut faire le calcul lui-même. Donc il est un peu en autonomie, et plutôt que de dire, enfin nous envoyer un mail du style bon bah non désolé ça passe pas, c'est trop cher, tu vois, parce qu'en fait il n'a pas la visibilité parce que vous avez fait genre juste une grosse ligne avec un gros prix. Là il pourra interagir avec vous, dire comment on fait, on peut trouver une solution, voilà. Et vous allez avoir la visibilité aussi, et donc vous allez pouvoir être en échange avec le client. Vous aurez tous les deux le même devis sous la main, et vous allez pouvoir dire bon bah ok, non mais cette option, il me semble que c'était vraiment intéressant pour vous, donc on va plutôt la garder. Par contre, cette ligne-là, on va pouvoir la réduire parce qu'on peut faire ci, on peut faire ça, etc., etc. Donc là, vous allez pouvoir vraiment entamer le dialogue, et ça c'est vachement important. Un autre truc que j'ai à dire là-dessus, c'est que par exemple, en fait, c'est important. Donc là, je vais parler aussi de pricing, mais aussi de marge, parce que les marges, c'est important. Tout ce que vous pouvez transformer en option payante, faites-le. Donc, mettez le plus d'options possible à votre produit. Donc, ça va vous donner tout simplement de la marge sur la négociation plus tard. Plus vous avez d'options, plus, parce qu'à un moment, ça sera toujours trop cher, plus vous allez pouvoir ensuite naviguer dans le devis comme vous voudrez. Exemple, moi, un des trucs que j'ai fait à un moment quand je vendais mes carnets Papa Flamingo. Donc, Papa Flamingo se positionnait comme une marque made in France et 100% éco-responsable. Donc, en fait, ce que je faisais, c'était que j'avais comme option payante le fait de rajouter le logo Papa Flamingo sur la couve. Et les clients, ils payaient 300 balles en plus pour que Papa Flamingo apparaisse souvent au dos du carnet. Ça labellisait le produit. Et donc ça, par exemple, c'est une option. C'est pas en lien direct avec le produit, c'est une option payante que j'ai inventée de toutes pièces et que pas mal de clients ont choisi. Voilà. Pas mal du tout. Ok, trop bien. Et en termes de, souvent on se pose la question, tu vois, est-ce qu'on doit faire des réductions, est-ce que on doit faire des promotions, est-ce qu'on doit le faire avec tout le monde, est-ce qu'on doit avoir ça, tu vois, dans sa poche ou pas du tout? Quelle est un peu ta vision sur ce sujet? Alors là-dessus, moi j'entends beaucoup de choses là-dessus. Il y a des gens qui disent ouais, moi mes prix ils sont fixes, je négocie pas avec le client, etc. Si le client il est pas capable de s'aligner, à ce moment-là, c'est pas mon client. Alors, vous voyez beaucoup de choses sur LinkedIn. Alors déjà, on ne sait pas si c'est vrai, d'accord. Si les mecs qui disent ça, on ne sait pas ce qu'il en est en réalité. Et puis déjà, tous les business, ils se valent pas. Donc par exemple, si vous faites de la vente de marchandises et qu'à un moment vous êtes en face d'un acheteur, et il va y avoir des négociations. C'est obligatoire. C'est le job de l'acheteur de négocier.
Donc, si vous dites au mec, ah non, désolé, moi, c'est pas possible de négocier avec mes prix, bah, le gars, il va rire, il va dire, ok, bah, salut, et il va passer au fournisseur d'après. Donc, en fait, il faut être smart avec les devis, il faut être agile. Donc, vous savez qu'il y a de fortes chances pour qu'il va y avoir de la négo au niveau des prix, parce que c'est comme ça. Prévoyez toujours 20% de marge. Ok, 20% de marge. Yes. Super clair. Et est-ce que tu as l'habitude, toi, de mettre, du coup, tu disais facturer tout ce qui est facturable. Quelles sont les choses justement que tu factures et qui peut-être te prennent pas de temps ou comment tu fonctionnes comme ça? En fait, à un moment, parce que bon, l'objectif c'est voilà, vendre les produits, vendre les services, mais c'est aussi de faire de la marge. Donc, du coup, là-dessus, n'hésitez pas à facturer des choses qui sont gratuites pour vous. Donc, imaginons, vous avez votre fournisseur, je dis n'importe quoi, votre fournisseur, c'est celui il va produire et à un moment, bah, il va livrer au client. Dans certains cas, ça peut être comme ça. Euh, Si vous facture pas la livraison, parce que c'est inclus dans le prix, parce que machin et tout, c'est pas parce qu'il vous facture pas la livraison que vous devez pas la facturer au client. Donc, vous rajoutez sur la facture du client, vous mettez 200-300 balles en plus de livraison en fonction du produit que vous livrez, bien sûr. Et puis voilà, bah, vous avez fait 200-300 euros de marge en plus. Et ça, c'est en fait, donc là, il y en a qui vont dire, ah, c'est une question éthique, machin, je me sens pas de le faire. Euh, c'est là où l'expérience rentre en jeu. Quand le client vous a déjà négocié 3 fois votre devis, que votre devis a plus du tout la même tête qu'au départ et qui s'est bien réduit, vous serez bien content d'avoir facturé la livraison, croyez-moi. Voilà. Très bien. Et moi, je sais, tu vois, que mon associé, il fait ça dans ses propals. Tu vois, il va mettre, tu vois, des lignes où il y a des choses qui sont gratuites, tu vois, qui sont offertes. Moi, je l'inclus plus, tu vois, j'ai plus tendance à l'inclure, à pas forcément aussi mettre le montant. Je sais que mon associé, il aime bien mettre le montant justement de la valeur des Ouais. choses et le mettre en offert. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu fonctionnes aussi comme ça? En fait, on parlait tout à l'heure du devis, qui est en fait la carte de visite enfin votre carte de visite dans la boîte. Votre devis, il va se balader un peu partout. Il va aller voir la compta, la finance. Il va avoir le responsable marketing. Il va aller voir le CEO, etc. Bon, il va aller un peu partout dans la boîte. Vous savez pas forcément ce qu'il attend au sein de l'entreprise. En fait, quand vous envoyez le devis à votre contact, donc c'est pas forcément votre contact décisionnaire, on peut toujours être en contact avec le décisionnaire, mais dans la réalité, les gens souvent avec qui on discute, c'est des personnes qui sont responsables du projet qu'ils mènent, et c'est pas forcément eux qui ont le dernier mot. C'est juste la personne la plus adaptée qui peut s'en occuper, parce que peut-être son boss, il n'a pas le temps de s'occuper de votre projet. Donc votre interlocuteur, voilà, il est tel qu'il est, mais en fait, une fois que vous lui envoyez votre devis, votre interlocuteur, c'est votre ambassadeur dans l'entreprise. Et donc, du coup, en fait, lui, il doit vous vendre auprès de son boss, auprès du CEO, auprès de la compta, etc. Bon. Donc, votre devis devient un support marketing. Et du coup, ce que ça implique, c'est que votre devis, il doit être marketé, quoi. Il doit avoir des trucs un peu sexy sur le marketing. Et il n'y a rien de plus sexy que des trucs gratuits offerts. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que pareil, vous allez choisir la manière la plus intelligente possible les options ou les choses que vous pouvez faire gratuites aux clients. Les choses, ça peut être des choses auxquelles il tient et qui vous coûtent pas cher, par exemple. Et en fait, vous allez mettre à la place du prix, vous allez mettre le prix que ça coûte, vous allez le barrer, vous allez mettre du rouge et vous allez mettre gratuit à côté. Et ça, en fait, du coup, grosse valeur gratuite. Et pour lui, c'est un argument facile. En plus, il nous fait l'option des pages personnalisées gratuites, ça nous fait économiser 450 euros, c'est génial. Voilà. Et donc, du coup, votre ambassadeur peut vraiment faire votre job à votre place et vendre votre devis à son boss, etc. Ça, c'est. Et en fait, pour tous les produits, services qui sont nice to have, ça, c'est vachement important parce que la décision, elle est faite sur le prix. OK. Moi, un des trucs dont je me suis rendu compte, c'est que toutes les boîtes de France, ok, elles veulent des carnets en papier recyclé, elles veulent du Made in France, elles veulent du Papa Flamingo, jusqu'à ce qu'elles reçoivent la facture. Papa Flamingo, ça coûte cher. Toutes les entreprises ne peuvent pas acheter du Papa Flamingo. Et donc, à un moment, la décision, elle se fait sur le prix. Donc,
faut faire ce qu'il faut au niveau du devis pour maximiser la conversion. Mais donc voilà, pas oublier que la décision se fait encore souvent sur le prix, surtout pour tout ce qui est nice to have. Ouais, et du coup, la prise de décision, du coup, j'imagine que tu dois mettre une deadline, Ouais. peut-être une période de validité du devis. Tu la mets à combien de jours? Est-ce que tu t'en sers même pour relancer? Comment Ouais, tu bien fais? sûr. En fait, alors ça dépend toujours un petit peu du projet avec le client. Globalement, ça se fait en semaines, une semaine, 2 semaines. Plus vous mettez Hmm. des réductions, des trucs gratuits, etc., plus vous allez avoir une période de validité qui sera courte. Il faut que la Ouais. décision se prenne rapidement. Voilà. Donc moi, généralement, je faisais réponse sous une semaine ou 2 semaines avec Papa Flamingo. Et en fait, c'est une parfaite excuse simplement pour rappeler vos clients, les relancer et créer un sentiment d'urgence. Et ça marche plutôt bien. En plus, ce qui est sympa, parce que du coup, ça implique quoi d'avoir une deadline, c'est que si vos produits si jamais le client, il veut faire le projet, mais il dépasse la deadline, il faut qu'il y ait un truc derrière. Qu'est-ce qui se passe si la personne, elle dépasse la deadline? Si votre produit, il est baqué sur euh, une matière première, par exemple, Papa Flamingo, c'est le papier. Bon, le papier, il y a des crises dans tous les sens. Tous les matins, il y a une crise de la papeterie. Vous pouvez facilement augmenter votre prix. Alors 10%, 5%, voilà, en fonction. Mais il faut qu'il se passe un truc si jamais la date, elle est dépassée. Ok. Hmm. Ouais, parce que après, sinon c'est trop simple et tu perds en Ouais. crédibilité derrière pour les prochaines. Ok. Et tu parles d'un devis qui est marketé. Ça, je trouve ça pas mal. Ouais. Est-ce que justement sur de la mise en forme, peut-être, tu as des conseils, des choses que tu mets en place pour bien marketer ton devis? Un devis, c'est une expérience. C'est carte de visite. Vous avez certainement déjà fait des cartes de visite. Elles doivent être jolies. Donc, votre devis, mettez des couleurs, jouez avec les graisses, des jolis typos, faites des trucs un peu sympas. Votre devis, ça doit être une expérience agréable pour le client. Voilà. Hmm. Donc ouais, avoir un truc un peu sexy, même Papa Flamingo, c'est pas mal parce que t'as un univers un peu coloré. Je sais pas si tu utilises beaucoup de couleurs du coup sur le devis, mais c'est pas Ouais, ouais, j'ai fait des trucs un peu colorés, un peu sympas. Donc voilà. Et donc en fait, là, si on prend tous ces éléments, Mhm. euh, donc l'objectif, c'est de mettre tout ça en place, de les combiner, etc. Et si on fait ça, du coup, c'est beaucoup mieux dans un ego, parce qu'on est capable de dire au client, bon, renvoyez-moi le devis signé avant telle date, et si vous faites ça, du coup, je vais pouvoir vous offrir les frais de livraison. Donc à la fois, on joue avec la deadline, on joue avec des options qu'on ne paye pas, mais qu'on facture au client, etc., etc. Et en fait, si on met tout ça en place, toutes les choses qu'on vient de voir, c'est que des armes supplémentaires de négociation avec le client. Et globalement, si vous maîtrisez tout ça, peu importe les négociations, vous sortirez toujours gagnant dans le sens où vous vous ferez pas avoir par le client parce que si vous mettez pas des trucs comme ça en place, les négociations elles peuvent être mortelles pour votre business alors que si vous baquez bien vos devis avec tous les tips qu'on vous a donnés, normalement vous êtes safe, vraiment. Ouais, t'es safe, t'es baquet, tu crées de la réassurance surtout, tu vois, il y a tout un truc qui est bien pensé, travaillé. On parle beaucoup, et là du coup, dans ton cas, et c'est intéressant, tu vois, faut avoir aussi le contexte, on est sur du produit beaucoup là, donc vraiment avoir ce côté produit en tête. Sur du service, peut-être que ça peut être différent, c'est peut-être moins avec des options, je sais pas si toi t'as un avis aussi là-dessus. Ouais, pour les services, le devis, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté. On va plutôt s'orienter vers des propositions commerciales. Donc, vous faites un call avec un client, tac, vous prenez toutes les notes qui vont bien, et ensuite, bon bah voilà, et, vous lui dites, je vais revenir vers vous avec une propale. Et donc là, du coup, c'est quelque chose de plus construit. Faut prendre en compte le contexte, etc. C'est un peu différent. Et du coup, voilà, c'est ce dont on va parler là. Ouais, bah avec plaisir, justement, tu voulais qu'on parle aussi de la propale. Donc c'est quoi un peu la première étape pour ta propale, selon toi, justement pour faire une bonne propale? Ouais, en fait, déjà, si on parle du. Bon, si on prend la propale, il y a un contexte de la proposition commerciale. Le truc, c'est que la première étape, c'est vraiment de savoir votre propale, où est-ce qu'elle se situe dans votre tunnel. OK? Donc, pour la plupart des gens, c'est je fais un call de découverte, j'envoie une proposition commerciale, le mec signe et on bosse ensemble. OK? Mhm. Moi, ce que je vous conseille de faire, euh,
déjà, c'est que votre proposition commerciale, enfin votre call de découverte, il faut pas qu'il soit trop court. Ok, un call de découverte d'1 heure, c'est bien parce que l'objectif du call de découverte, c'est que il faut que le client il se confie au maximum. En fait, plus il va s'investir dans la relation et plus il aura envie que vous ayez la solution à son problème. Donc la première étape, avant, là on est vraiment en amont de la proposition commerciale, hein, le call de découverte, on prend le temps de faire, on bloque 1 heure et on laisse le client parler au maximum, le prospect parler au maximum, et plus il se confie, plus, en fait, c'est ça qui est quand même assez étonnant, assez marrant, mais plus il se confie, plus il va avoir envie que vous ayez la solution à son problème. Okay, vous passez 45-50 minutes à lui poser plein de questions, connaître tous ses problèmes dans tous les sens, et ensuite vous passez, en fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Vous passez juste 10 minutes à lui montrer, avec quelques preuves, des exemples, etc., que vous avez passé les dernières années à aider des clients qui avaient exactement le même problème que lui, que globalement, si il veut signer avec vous, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça sera clair. Et en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de vous vendre parce que il a déjà fait toute la vente à votre place dans sa tête. Juste le fait que vous ayez passé du temps ensemble. Ça, c'est un truc, c'est un petit hack assez chouette. Je suis assez d'accord avec toi et je sais que moi, j'avais beaucoup négligé ce temps passé. J'avais l'impression qu'il fallait pas faire perdre du temps justement aux gens. Et je me souviens que mes phases de découverte avant, elles duraient voilà 30 minutes. Et je me disais, voilà, il faut qu'en 30 minutes, j'arrive à comprendre le besoin et paf, aller chercher la propale. Mais comme tu dis, en fait, tu perds de l'engagement et les gens sont pas forcément investis. Et c'est vrai que là, je mets en place du 45 minutes. 1 heure, c'est peut-être un peu long. Après, ça dépend effectivement des business selon moi. Mais en 45 minutes, ouais, j'ai une personne qui est beaucoup plus engagée. Juste le fait de poser les bonnes questions, sans forcément vendre, tu as étalé sa confiture, etc. Peut-être au début pour se présenter, mais rapidement. Et puis après, c'est juste poser les bonnes questions en tant qu'expert consultant. Rien que ça le met dans une position où effectivement il a envie d'avoir tu as la suite. Ouais, non, mais c'est exactement ça. En fait, ouais, en vrai, 45 minutes, tu as largement le temps de faire un truc vraiment, vraiment poser les bonnes questions, asseoir ton expertise. Et en effet, en fait, tu fais ça juste en posant les bonnes questions et en dirigeant, en menant l'entretien, quoi. Et du coup, en fait, quand tu as fait ça, le reste, ça se fait très, très facilement. Et ouais, dis-moi, est-ce que tu voulais rebondir sur un truc? Non, en gros, moi j'avais en tête aussi, tu vois, en gros, souvent, et je sais pas ce que t'en penses, moi je faisais ça aussi avant et maintenant je l'ai arrêté totalement, mais je fais la phase de découverte et avant je me disais, bon, moi je fais une propale, je la fais dans mon coin, paf, je l'envoie par mail et puis tu vois, un peu comme une bouteille à la mer et puis on verra ce que ça donne. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant pour pas justement relancer les prospects comme ça? Est-ce que tu fais justement un autre pour après? Ouais, alors, gros sujet, gros sujet. J'ai même écrit un article là-dessus. Ça, c'est un pain, un point de douleur que beaucoup de boîtes de services ont. C'est que, en gros, propale, call découverte, on envoie une propale et ensuite, bah, entre guillemets, on croise les doigts, on espère que le prospect nous rappelle. Et du coup, c'est très compliqué de faire le suivi. On attend 1-2 semaines, on rappelle, et puis il dit ah ouais c'est vrai, j'avais oublié. Je vous rappelle la semaine prochaine, et puis en fait le truc tombe à l'eau, etc. Parce qu'en fait, un des trucs qui est important dans tout, quand la personne accepte de faire un call découverte avec nous, son intérêt, on va dire qu'il est à son maximum. Et en fait, il y a un momentum pour mener à bien une affaire. Et plus le temps passe, et plus le momentum, ensuite, il devient chamallow et il n'y a plus rien. Voilà, c'est passé, quoi. Et donc, du coup, il y a un truc à bosser au niveau du funnel pour booster son taux de transfo à ce niveau-là. L'idée, parce qu'en fait, si tu veux, c'est très compliqué pour un client. Tu vois, le gars, il a booké un call découverte avec toi. Bon, il est sympa, t'es sympa, il aime bien ta tête, tu vois. Mais en fait, le mec, il te connaît pas, tu vois. Et donc, tu passes d'une étape où le mec, il vient d'apprendre à te connaître, tu vois, il y a 1 heure, il te connaissait pas, à, vas-y, est-ce que tu peux signer mon devis à 5000 balles, s'il te plaît? Pour tout le monde, ça fait chaud, tu vois. Dis donc, c'est un peu salé, tu vois. Et en fait, on le comprend, le mec, entre guillemets, il y a 1 heure, il te connaissait pas, tu vois. Donc, en fait, c'est
on comprend que ça puisse être difficile parce qu'en fait, la marche, elle est trop haute par rapport à on vient d'apprendre à se connaître et en fait, je te demande 5000 balles. Et donc, en fait, il faut une marche intermédiaire. Il faut un espèce de tremplin qui puisse permettre au client de passer à l'étape d'après. Et donc, la solution pour ça, c'est de mettre en place un workshop payant. Donc, le truc, c'est que tu fais ton call découverte, tu dis, OK, je vais vous envoyer une propale. Mais pour faire la propale, j'aurais besoin quand même d'en savoir un peu plus, j'ai besoin de telle info. Et pour ça, je vous propose qu'on fasse un petit workshop, 2 heures, 300 euros. Et en fait, comme ça, le prix est, entre guillemets, dérisoire par rapport à ton devis, au devis final, mais c'est quand même un petit truc payant. Et donc, en fait, ça change complètement la donne. Déjà parce que du coup, tu as une marche intermédiaire à travers laquelle tu vas pouvoir asseoir ton expertise, commencer à délivrer de la valeur, et tu as déjà une relation tu as déjà transformé ton prospect en client payant. Et ensuite, si le gars, t'as réussi à faire tout ça, il a du coup encore plus confiance en toi, il sait que tu es le gars pour le job, mais il signera beaucoup plus facilement ton devis à 5000 balles. Donc, ça va pas transformer genre 100% des deals, mais ça va faciliter vraiment 50% 50% des personnes qui te recontactaient pas. Je pense que voilà, ça fait vraiment la différence. C'est un gros game changer, mettre en place le workshop payant. Et donc, du coup, ça devient call découverte, workshop payant, proposition commerciale, on bosse ensemble. Ok, génial. Ok, workshop payant, en vrai, c'est drôle, j'ai jamais testé. Et c'est vrai que déjà, tu as un côté engageant, tu as déjà mis la carte. Et en fait, je pense que aussi, ça élimine ceux qui sont pas vraiment intéressés par résoudre leur pain, etc. Exactement. Ça te fait un petit tri naturel. Ouais. Et dès que tu as mis la carte, effectivement, une fois où tu as fait le virement, déjà, ce biais psychologique de passer à l'action, investir pour quelque chose, là, en gros, il a déjà fait une marche. Nous, ce qu'on fait, et qui marche bien, effectivement, c'est les workshops aussi. Nous, on le fait pas payant. Aujourd'hui, on le fait gratuit, mais il est beaucoup moins... Il est très simple. Ça, c'est un truc qu'on fait 10-15 minutes. On fait un atelier de ROI, on appelle ça comme ça. Donc, on a un petit tableau avec vous aujourd'hui. Tu vois, pendant la phase de découverte, nous, on est dans le recrutement, le nombre de personnes le nombre de candidats qu'il contacte, les taux de réponse qu'il a, le nombre de recrutements qu'il fait et le chiffre d'affaires peut-être généré, tu vois, par la boîte. Okay. Et après, on lui dit, voilà, nous, c'est ce qu'on a vu ensemble pendant la phase de découverte. Avec nos méthodes, nous, on peut aller là. Donc, aller chercher plus de taux de réponse, plus de CA et faire une simulation de ROI. Et quand tu lui montres ça, tu lui dis, concrètement, voilà, nous, c'est notre objectif, on est dans le même bateau, on va chercher ce ROI-là. Et du coup, il se dit direct, ah ouais, d'accord, donc il y a vraiment un investissement héroïste derrière. Ouais. Et après, là, tu déballes la propelle. Et ça marche plutôt bien. Alors, du coup, c'est super intéressant. Mais du coup, est-ce que, par exemple, ce workshop que tu fais avec le client, ça a une grosse valeur ajoutée pour lui? C'est une valeur ajoutée pour lui, mais il est pas simple, tu vois, mais c'est juste, je mets 5 chiffres, quoi. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, en vrai, si tu veux facturer le workshop, faut quand même s'assurer qu'il y ait, un plan d'action, tu vois, limite, tu as un truc à la fin qu'il a, et tu as un contenu, quoi. C'est ça, ouais, il faut qu'il reparte avec un truc concret, avec pas mal de valeur ajoutée, etc. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si le mec qui signe après, en fait, le workshop, tu le factures pas. Tu vois. Tu peux faire une offre comme ça, tu dis, c'est 300 balles. Je veux dire que c'est gratuit. Si tu signes, je te l'offre ou je t'enlève 300 balles à la facture, tu vois. Tu peux jouer avec des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Et tu dis que c'est packagé comme ça. Ok, trop bien. Et donc là, tu as fait ton workshop, ton atelier. Ensuite vient le moment de la proposition, moment clé. Yes. Est-ce que déjà ça vient dans un deuxième temps ou ça vient juste après le workshop? En fait, normalement, une fois que tu as fait le workshop, donc tu as encore plus d'infos sur le client. Et donc là, en fait, la balle est dans ton camp. Donc c'est à toi de faire le workshop. C'est à toi, pardon, de faire la proposition commerciale. Et donc, du coup, à la fin du workshop, c'est OK, trop bien. J'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Je reviens vers toi avec la propale. Et donc là, du coup, c'est le moment de construire la trame de la propale. Et c'est quoi un peu la structure que tu utilises? Alors, moi, il y a des trucs, il y a un peu des incontournables. Et je vais vous dire un peu comment j'aime bien construire mes propales. C'est un truc que la plupart des business peuvent reprendre. Donc, déjà, le premier truc qu'on fait, c'est on rappelle le contexte, les objectifs du client,
les difficultés qu'ils rencontrent, on fait une petite conclusion sur la situation et une direction qu'il faudrait prendre pour la solution à mettre en place. Et ensuite, du coup, on met un plan d'action détaillé. Voilà. Et en fait, ça c'est une trame que tu peux avoir sur à peu près tout type de propal, de service. Tu vois. Ok, ouais, super clair. En vrai, c'est super clair, c'est trop bien. Est-ce que tu mets, tu as plan d'action détaillé, donc là, c'est ton offre, ta proposition. Est-ce que tu as aussi une slide peut-être de réassurance avec des logos du témoignage, peut-être une slide avec des next steps pour, Ouais. c'est quoi les prochaines étapes, justement, si on veut travailler ensemble? Ouais, prochaines étapes, c'est vachement important parce que ça donne de la visibilité et en fait, le gars, il se projette et c'est bien qu'il puisse se projeter parce que s'il se projette, il bénéficie déjà un petit peu de la transformation qu'il va avoir. Donc c'est top. En fait, les trucs que j'aimerais rajouter, c'est euh, les résultats obtenus enfin pour vos clients, donc si possible du même secteur, par exemple, enfin un truc un peu pertinent. Un avant et un après, un Hmm. comparatif visuel avec un client. Donc, alors ça d'ailleurs, c'est marrant parce que ça se fait pas mal dans les trucs de sport, notamment les trucs fitness, on voit un avant-après. Bon, là on est sur un autre domaine, mais faut imaginer, vous prenez un exemple client et vous dites bon bah voilà, avant il avait ce problème-là et après qu'on ait bossé ensemble, il est dans cette situation. Et en fait, Hmm. du coup, la slide d'après, vous faites exactement la même chose, mais avec votre prospect actuel. Donc, vous prenez la situation de votre client. Donc, votre client aujourd'hui, c'est bullet point 1, fait une petite liste là, tac, 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 versus, donc sur la même slide, votre client dans 3 mois. Et donc là, en fait, globalement, vous résolvez tous ces pains, etc. Donc, en fait, vous listez à la fois des trucs, d'une partie, vous listez des trucs qui vont pas, et à droite, vous allez mettre tout ce qui va venir chercher chez vous, tout ce qui le fait rêver, quoi. Hmm. Trop bien. Donc ouais, avoir un avant-après comme un fitness. En vrai, ça marche toujours. C'est vraiment un biais qui marche quoi qu'il arrive. Trop bien. Et est-ce que tu as des derniers petits tips sur la proposition en particulier? Ouais, moi ce que j'aime bien, un peu comme on avait parlé à la fin du devis là une carte de visite, c'est marketing, il faut que ça soit joli, etc. Ouais. La propale c'est pareil en fait. Faut qu'elle soit, c'est une aventure que vous allez offrir à votre prospect et donc en fait il faut que ça soit une expérience sympa. Et aujourd'hui, on a des super outils d'IA qui sont gratuits, ou en tout cas pas chers, et qui peuvent faire des visuels vraiment fun. Euh, enfin, vraiment joli et ils sont fun à utiliser, voilà. Et en fait, bref, en gros, illustrez chacune de vos slides, si le contenu le permet, avec un petit visuel sympa qui représente un petit peu le message que vous véhiculez sur chaque slide. Et un truc qui peut être chouette, bon, ça demande un peu plus de temps, mais c'est faisable, c'est en fait, normalement, votre trame, si vous faites bien le job, ça raconte une transformation. Vous est Hmm. passé d'une étape initiale à une étape finale. Bon. Et ben en fait, ce qui serait cool, c'est d'avoir une cohérence visuelle dans les illustrations que vous allez mettre et de faire vivre visuellement cette transformation à votre prospect. Donc moi, j'avais pris, alors c'est un truc un peu bateau, mais si les illustrations sont jolies, ça marche bien. Moi, j'avais pris l'exemple d'un petit groupe je sais pas, d'aventuriers qui arrivent ils sont dans un océan. Donc c'était une boîte qui avait pas mal de concurrence. Donc on avait mentionné Océan Rouge, etc. Donc ils arrivent sur une île déserte et ils fuient l'Océan Rouge. Et Mhm. ils arrivent sur l'île et ils doivent gravir une montagne et ensuite ils doivent s'équiper, machin, etc. Donc en fait, chaque étape, c'était une slide différente et donc une illustration différente et avec un peu le même traitement graphique. C'était vachement sympa. Et Mhm. donc voilà, ça fait vivre un peu le truc, ça crée un univers et tout simplement, c'est aussi une manière de vous démarquer des autres. Trop bien, trop trop cool. Et c'est quoi les outils que tu utilises pour faire tes propositions justement? Tu parlais d'outils IA. Moi, Ouais, j'utilise Canva par exemple pour les visuels. Est-ce que tu as moi des j'aime bien recos? Midjourney pour l'IA. Ok, Ouais, ça Midjourney. fait bien le job. Trop bien. On le mettra dans les ressources de l'épisode. Ouais. Je sais que tu voulais clôturer l'épisode avec des relances, des règles d'or pour les relances parce que c'est toujours compliqué. Moi, je sais que ça nous arrive souvent. Hop, t'as envoyé ta proposition, bien que t'aies fait du coup la proposition en live. J'ai besoin de parler avec mes associés, j'ai besoin de voir avec mes équipes. Voilà, c'est toujours les objections qu'on a. Comment tu relances justement ces personnes-là sans être trop pushy, peut-être en apportant de la valeur? C'est quoi un peu tes méthodes? Ouais,
Alors, c'est sûr, c'est quand même bien si on n'a pas à relancer les prospects, mais très souvent, on doit les relancer. Donc, autant essayer de bien le faire. Donc, j'ai deux, trois trucs à vous partager. Euh, Déjà, il faut faire les relances par téléphone. En fait, l'idée, c'est d'utiliser le canal le plus humain possible euh, pour, euh, pour faire vos relances. Donc, si, imaginons, votre business, il est assez local parce qu'en fait, vous signez, vous avez un devis en cours auprès d'une personne, d'un de vos réseaux professionnels, je sais pas, un BNI par exemple, que vous voyez, une personne que vous voyez tous les jeudis matins, bon bah là, vous allez pouvoir privilégier les relances à l'oral, quoi. Hmm. Donc plus c'est humain, plus c'est proche, mieux c'est. Les relances par mail, c'est c'est ce qu'il faut faire quand le gars il répond pas à vos appels, quoi. Donc moi je dirais relance en physique, relance par téléphone, relance SMS, c'est plus Ouais, humain que mail, que et mail. ensuite mail, et après vous débarquez chez lui en pleine nuit et vous dites ah il a gagné. Donc voilà. Le Alors donc ça c'est le premier truc. Le Ensuite, un truc qui est pas mal, c'est de pouvoir rebondir sur une actualité ou un contexte. C'est-à-dire que quand vous l'appelez, donc par exemple, imaginons l'été vient de passer, et bon bah c'est la rentrée, vous, il faut que vous relanciez les quelques prospects qu'il y a dans votre pipeline. Vous pouvez très bien les appeler et juste leur demander, hey, c'est la rentrée, comment c'était votre été, qu'est-ce que vous avez fait de beau, machin, etc. Et en fait, en vrai, le small talk, c'est un art qu'on maîtrise pas trop en France. Les Anglais ils le maîtrisent très très bien, mais en business c'est quand même très important et il faut réussir à briser la glace ou à essayer de créer de la sympathie quoi dans la relation. C'est quand même très important parce que souvent euh, les prospects ils vont notamment signer parce qu'ils ont un meilleur feeling avec telle personne plutôt qu'une autre. Donc en fait soigner le relationnel c'est vachement important. Hmm. Un autre truc là-dessus, c'est faut éviter de le relancer trop souvent aussi. C'est encore plus vrai pour les gros contrats. Plus c'est gros, plus il faut faire vraiment attention enfin plus c'est stratégique quoi. Donc faut pas faire n'importe quoi. Euh, et là-dessus, j'ai une phrase toute faite. La meilleure réponse à un prospect qui vous répond pas, c'est un pipeline bien rempli. C'est que voilà quoi. Si le gars, enfin de toute façon, votre business doit pas dépendre d'un seul client. Donc, si à un moment le gars il donne plus signe de vie, bon bah voilà, la meilleure réponse c'est d'avoir 15 autres personnes, 15 autres prospects qui attendent derrière, quoi. En tout cas, il Hmm. faut toujours être enthousiaste. Euh, Si vous avez quelqu'un au téléphone, c'est pas mal de rappeler la deadline. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la deadline c'est une excuse aussi pour rappeler le client. Euh, D'autant plus si, encore une fois, vos prix dépendent d'une matière première et que en ce moment c'est la crise et les matières premières, les prix ils évoluent souvent. Voilà. Quand vous avez la personne au téléphone, essayez de savoir ce qui coince, parce que c'est pas parce que vous avez la personne au téléphone que vous dire ah oui, oui absolument, je te signe le devis. Parfois c'est une occasion de parler et de savoir pourquoi ça prend du temps. Donc allez chercher les infos. Euh, et voilà. Et essayez toujours de savoir si les problèmes auxquels vous répondez sont toujours d'actualité. Et le fait de ranimer un peu parfois les pain points, ça peut remettre les priorités dans la tête du prospect. Ça, c'est super important. Euh, voilà. Et donc ensuite, c'est une fois que vous avez réactivé un peu les points de douleur, offrez-lui une solution. La solution, c'est vous. Rappelez-vous que la plupart des gens qui prennent des décisions, et ça, je dis ça vraiment pour tout le monde, peu importe, je pense que c'est valable sur toutes les décisions d'achat, les gens, ils prennent des décisions en étant influencés. Ils vont aller dans tel resto parce que leur copine leur a dit qu'en fait, c'était vachement bien, et ils vont acheter tel bouquin parce que ils ont vu tel entrepreneur super connu l'utiliser dans une de ses vidéos. Enfin, les gens, ils prennent. Vous pouvez influencer vos prospects, ne l'oubliez pas. Donc voilà, quelle que soit la typologie de l'achat, vous avez de l'influence sur vos prospects. Hmm. Et ça je le vois aussi pas mal, tu vois, nous, dans nos relances. On met pas mal de stratégies de social selling un peu
en parallèle. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui veulent, avec qui on veut travailler absolument, on a dans tous les cas, tu as des apéros qu'on met en place, tu as des apéros physiques, on fait des webinars aussi, on apporte de la valeur totalement gratuit parce qu'on est une communauté. Ouais. Et en fait, c'est plein de choses qu'on envoie un peu gratuit sur le côté, montrant, tu vois, que on a le temps et l'expertise d'apporter du contenu à valeur ajoutée, de pouvoir le partager. Et ça, je trouve, ça marche super bien. Donc aussi, tu as le levier. C'est une super idée. Alors, en vrai, enfin, donc là, on parle de nurturing. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai pas mentionné, mais si vous avez, pas tout le monde a le temps de le faire, même si on devrait tous le faire parce que c'est ultra puissant, continuer à donner de la valeur à quelqu'un qui est avancé dans votre pipeline, ça sera toujours une bonne idée. Ça peut le faire descendre un peu plus bas. Donc, ouais, c'est une très très bonne idée. C'est ça, et de partager des webinars. Nous, on partage aussi on avait fait un webinar avec des clients qu'on avait invités qui sont des business cases concrets. Donc, franchement, ça marche super bien. Moi, j'aime bien aussi relancer avec un peu le small talk, comme tu dis, tu vois, en disant, bah voilà, je vous appelais, tout d'abord, première chose que je voulais qu'on voit ensemble, c'est savoir si vous allez bien, comment ça se passe la rentrée. Tu vas aller vraiment chercher beaucoup plus centrer sur la personne. Et après, dire, voilà, j'ai pensé à vous parce que je voulais vous inviter à tel événement. Est-ce que vous êtes disponible? Ça marche super bien. Et naturellement, en fait, les gens vont venir sur le sujet dont tu n'as même pas encore parlé, qui est le vrai fait, qui est la relance et comment on avance ensemble. Et ils vont se sentir obligés de dire, ah oui, mais tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de te répondre parce que machin. Ouais, et non, mais justement, alors, c'est un des trucs que je suis en train de noter là, un des derniers trucs que je voulais dire, c'était que c'est pas parce que la personne ne vous répond pas, sinon il faut relancer le prospect, ne répond pas, qu'elle vous a complètement oublié ou que le projet est mort ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, la personne, elle a certainement pas le temps, elle était juste simplement en train de faire autre chose. Donc, c'est pas grave, vous pourrez la relancer la semaine d'après, plus tard, etc. Un des trucs qui peut être bien, c'est d'utiliser des canaux différents. Vous la relancer une fois par téléphone, c'est pas grave, elle ne vous répond pas. Vous la relancer par email la semaine d'après. La semaine d'après, vous pourrez lui envoyer un SMS, par exemple. Ouais. Donc, c'est pas mal. Les multicanales, ça marche même dans les relances. Exactement. Un peu plus manuel, mais ça marche super bien. Ouais. Trop bien. Bon, génial, Thibaut. C'était super intéressant. On a vu, franchement, je pense qu'on a fait le tour de tout. Hein. Devis, propal, relance. Yes. Là, on est plutôt bien armés. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Ouais, deux trucs. Ça vaut le coup vraiment de passer 15-20 minutes à se pencher sur comment est-ce que je peux rajouter des lignes à mon devis, donc facturer des choses en plus, faire plus de marge, rajouter des options, comme on l'a vu, c'est vachement important. Deuxièmement, ça vaut le coup aussi de se pencher sur qu'est-ce que je peux faire dans mon workshop que je puisse faire payer. On est un peu sur la même problématique, hein, voilà. Mais rajouter cette étape workshop, c'est vachement important. Et du coup, ajouter de la valeur assez tôt que je peux faire payer, c'est génial. Donc ouais, ça vaut le coup de faire passer le temps à faire un petit peu de brainstorming là-dessus. Et du coup, le brainstorming, moi, je vous conseille de le faire avec des pairs, des personnes qui font le même métier que vous et qui peuvent avoir les mêmes problématiques. Et c'est pas grave si vous arrivez à la même idée de workshop, c'est très bien. Clairement. Génial. Merci pour ce dernier conseil. Merci à toi, Thibaut. Je te dis à très vite et prends soin de toi. Bye bye. Ciao. Salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.